C'est la toute première émission de l'an 2026 dans le cadre de Info Scanner. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission d'analyse et débat sur Nyota Radio et télévision. Pour cette nouvelle année, nous commençons bien sûr Info Scanner avec deux invités et deux sujets. D'abord les sujets. Le premier, il s'agit bien sûr de la situation des creuseurs, pas seulement au Lualaba, mais partout en République démocratique du Congo. Faudra-t-il interdire ou supprimer carrément les activités minières? En deuxième position, nous allons parler de la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga. On fera bien sûr un petit tour du côté de Kipushi où des jeunes ont manifesté pour exiger des mesures urgentes par rapport à cette situation sécuritaire dégradante. C'est donc là les deux sujets pour ce numéro de Info Scanner. Encore une fois, bonjour ou bonsoir. Le temps pour moi de vous présenter les invités du jour, bien sûr. Le premier, il s'agit de Jeff Mbia. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Ben. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de la radio-télévision Nyota. On rappelle que vous êtes journaliste, juriste, activiste de la... J'ai plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Journaliste d'investigation, c'est plus... ça vous convient le mieux. Me convient dans ce cadre. Voilà, le deuxième invité du jour, il s'agit de Stéphane Soumaïli. Lui, il est... Bonsoir d'abord Stéphane, bonsoir. Merci. Bonsoir. Voilà, on rappelle que vous êtes ici pour le cadre des communautés, dans le cadre des communautés impactées par l'exploitation minière, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs casquettes, mais néanmoins, avec ça, ça va. Là, c'est 4. Voilà, les deux invités du jour sont en place. Mais pour commencer, je regarde Stéphane Soumaïli. Comment avez-vous trouvé l'année 2025? En tout cas, pour commencer, d'abord, lever les meilleurs à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la radio Nyota et à vous tous. L'année 2025, dans le cadre des communautés impactées, elle était tellement difficile, surtout pour les communautés impactées par les projets miniers, les activités minières. Et nous prions Dieu que les choses vont s'améliorer. Je pense que grosso modo, c'est ce que je peux dire. Voilà, Jeff Mbia, de votre côté, comment l'année 2025 a été? Bon, l'année, personnellement, c'est bien déroulé. Je dis personnellement, parce que chacun a ses conditions dans lesquelles il a passé. Oui. C'est certes vrai que nous rendons grâce au Seigneur pour les souffles de vie, de nous avoir donné l'opportunité de nous retrouver encore en 2026 ouais. Et aussi d'être sur ce plateau avec tous les collègues. C'est une grâce et faveur, raison pour laquelle nous remettons toute sa magnificence. Mais parlant de 2025, vous savez qu'on est dans l'insécurité à l'est de la RDC. Nous avons des frères, des amis proches. Moi-même, je suis un jeune de Goma Trachien. Oh. Que je suis beaucoup plus affecté par des proches, amis et des biens qui ont été détruits dans tous les conflits qui s'est passé à l'est de la RDC. On est resté séparés, on continue à l'être parce que la situation n'est pas bonne. Guerre qui perdure. Aussi, étant que l'une des parties de la RDC qui est occupée, pour nous, c'est une occasion d'être solidaire avec cette population, mais aussi de soutenir les efforts du gouvernement pour arriver à ramener la paix à travers toutes les approches diplomatiques, militaires et autres, pour que cette unité des Congolais soit réellement visible et que nous puissions capitaliser de toutes les ressources naturelles, comme nous parlons aujourd'hui de l'artisanat minier, et aussi comment faire capitaliser tout en améliorant aussi la gouvernance du pays, mais pourquoi pas aussi en cherchant à avoir des institutions fortes qui protègent chaque Congolais au lieu d'avoir des hommes forts, parce qu'à cause du phénomène homme fort qu'aujourd'hui nous continuons à connaître cette instabilisation, une instabilité au niveau de l'Est de la RDC, pas seulement à l'Est de la RDC, mais aussi dans d'autres provinces où il y a quand même des conflits. Des conflits de propriété, conflits immobiliers, conflits de propriétaires foncières et autres qui amènent l'insécurité au niveau social, mais aussi au niveau des affaires, du climat des affaires, ce qui fait que c'est très important pour avoir des institutions fortes où tout le monde se sent en sécurité, opérateurs économiques, population, autorités, tous nous sommes égaux devant la loi, bénéficiaires des mêmes privilèges, avantages en tant que citoyens. Voilà, donc nous sommes en communion avec nos compatriotes qui souffrent bien sûr dans la partie est de la République démocratique du Congo à cause de cette guerre injuste et qui a longtemps duré. Il est quand même temps qu'aujourd'hui que l'on parvienne à mettre fin à cette situation sécuritaire. Oui, c'est une nécessité, c'est une urgence, parce que la paix, c'est un droit.
Et c'est une obligation pour le gouvernement congolais, en tant que débiteur des obligations. C'est comme ça que nous plaidons auprès du gouvernement d'utiliser tous les mécanismes nécessaires, mécanismes institutionnels, légaux et autres pour rassurer la sécurité de la population, non seulement à l'est de la RDC, mais aussi à l'ouest, au niveau des phénomènes Mobondo qui continue. Bondo à Kinshasa, carrément. Au nord, Katanga, avec tout ce que vous avez connu, phénomène Katanga, même si ce n'est plus encore dans la ça n'a plus d'ampleur, mais quand même ça continue toujours sous la menace, et aussi qui menace Lubumbashi, mais aussi au niveau des parties ouest, côté Ituri, avec des ADF Nalou et aussi le Codeco et autres, ce qui a nécessité pour le gouvernement d'assurer la population, la sécurité, à travers les réformes du secteur de sécurité, de l'armée, de l'ANR, des GEM, mais pourquoi aussi toutes les réformes sur le plan judiciaire également. C'est comme ça que moi je plaide des institutions fortes pour assurer la sécurité, la protection, mais pourquoi pas aussi le développement de ces pays. Voilà, c'était l'entrée de cette émission, mais je vous propose de suivre avec moi cette intervention. Il s'agit bien sûr de la communication du gouvernement du Lualaba par rapport à la situation de l'artisanat minier. De tensions observées dans le secteur minier artisanal relève de la désinformation et d'une instrumentalisation manifeste d'une situation sociale sensible pour des fins obscures au profit de leurs auteurs. Il convient de rappeler avec clarté que les mesures récemment prises dans le secteur minier s'inscrivent dans le cadre strict de la feuille de route conjointe de la Commission de lutte contre la fraude minière, impliquant notamment les ministères nationaux des mines, de l'Intérieur et de la Défense, et vise exclusivement l'assainissement du secteur de l'exploitation minière artisanale. La suspension temporaire de certaines entités de traitement décidées par l'autorité nationale compétente poursuit des objectifs précis et légitimes, notamment la maîtrise des flux des minéraux et de leur traçabilité, l'identification des sites d'origine et de la licéité des sources d'approvisionnement des entités de traitement, la lutte contre le circuit illégaux responsables de nombreux décès dus aux éboulements dans les sites clandestins non contrôlés. La province appelle la population au calme, à la retenue, à la vigilance et à la responsabilité face à la désinformation et au respect des institutions de l'État. Voilà, c'était là le gouvernement provincial du Lualaba par rapport à la situation des creuseurs. Mais on va commencer d'abord par la réaction elle-même, Jeff Mia, des creuseurs qui montent au créneau, mais il y a eu quand même des victimes. Moi, personnellement, j'en ai vu un travailleur d'une entreprise minière du Lualaba molesté par les creuseurs pour le simple fait d'être agent dans une entreprise. Oui, merci beaucoup. Ça, ce sont les conséquences de la mauvaise communication. Ouais. Il est vrai que la décision a été prise par le ministre national ayant en charge les mines, ça entre dans ses attributions. Dans ses attributions, oui. Et aussi, n'oubliez pas que le gouvernement congolais a pris l'engagement à travers la réforme du code minier. Du code minier, oui. Le code minier de 2002 qui a été révisité et promulgué en 2018. Le gouvernement a pris l'engagement d'arriver à la formalisation et la professionnalisation de l'artisanat minier. Et nous sommes en 2018. Nous savons bien que la loi entre en vigueur le jour de sa signature. Et aussi, c'est vrai qu'en matière de la promulgation, c'est quand le chef de l'État promulgue, vous avez 30 jours de vulgarisation. Et après vulgarisation, on publie ça au journal officiel et ça devient opposable à tous. C'est pendant les 30 jours qu'on donne la possibilité à la population et autres groupes de s'opposer pour arriver soit à l'amélioration, soit à l'annulation, soit le chef peut révoquer sa signature.
Mais ici, nous sommes en 2018 et aujourd'hui, nous sommes en 2025. 26 déjà. 26, ce ouais. qui fait que déjà, combien d'années? C'est presque 9 ans. Ouais. Alors, les engagements ont été pris à travers les codes miniers, mais aussi il y a des engagements au niveau international. Arriver à la traçabilité, à la certification, mais aussi à la responsabilisation de toutes les parties prenantes dans la chaîne d'approvisionnement. À travers des diligences, c'est comme ça qu'il y a des recommandations de l'OCDE. C'est qu'il ne faudra pas que dans la chaîne d'approvisionnement, il y ait violation des droits de l'homme. Première génération des droits de l'homme, droits civils et politiques. Deuxième génération, droits économiques, socio-culturels et autres. Et aussi, s'il y a violation de la protection de l'environnement et autres, tout devait être amélioré. C'est dans ce cadre que les ministres estimaient qu'il était temps de le faire. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'envahissement des sites industriels par des créseurs, ouais. Mais cela profite aux unités de traitement sans gisement. En conséquence, le ministre a pris cette décision pour arriver à assainir, à responsabiliser toutes les parties prenantes et notamment les unités de traitement. Malheureusement, l'information a été tordue. Il y a eu des informations mal diffusées et incomprises. Non, c'est fait sciemment, à dessein. Les gens qui bénéficient aujourd'hui, parce que n'oubliez pas qu'on doit décider la vérité. C'est ça. Ouais. L'artisanat minier profite à qui? Aujourd'hui, si vous regardez, les créseurs demeurent pauvres. Ils demeurent pauvres. Vivent dans leur précarité et continuent à s'endetter pour survivre. Et quand ils récupèrent les minéraux, il est victime de celui de l'acheteur qui essaie de parler de l'humidité, qui parle toutes les raisons autres, et à la fin, les créseurs demeurent pauvres. Et pour voir les créseurs aujourd'hui dans le cadre de la loi OHADA, et aussi dans le cadre du code minier, règlement minier, un créseur, c'est un actionnaire au sein d'une coopérative. C'est que membre partie prenante. Il est comme actionnaire au sein d'une coopérative. Et une coopérative est constituée des créseurs comme des actionnaires et membres à part entière. Et tout ça, si vous vérifiez, il n'y en a pas. C'est ainsi que le gouvernement, à travers le ministère, a pris cette décision. Ici, on n'a pas interdit l'artisanat minier. Oui. On n'a pas interdit l'exploitation minière artisanale. Non. Ça n'a pas été interdit. Ça n'a pas été interdit. On a suspendu les unités de traitement, notamment les unités qui n'ont pas de gisement. Parce qu'une unité qui n'a pas de gisement, comment justifier? Comment il obtient les minéraux qu'il exporte? Il exporte comment? Et maintenant, comme il n'a pas de gisement ou de sites ou d'exploitation autre, il s'approvisionne auprès de qui? Qui l'a autorisé d'exister? Parce qu'il faut avoir une personnalité juridique et tout. Juridique et autres, les conditions administratives doivent être remplies, techniques. Comment vous parce qu'il y a l'obligation de la protection de l'environnement. Alors vous êtes installé. Comment vous êtes installé? Qui vous a autorisé? Qui a classé cette zone industrielle pour vous retrouver? Qui a intervenu pour vous? Tout ça, c'est comme ça que le gouvernement, le ministère dit, suspendons les unités de traitement parce qu'il y a des désordres, mais aussi le gouvernement est conscient qu'il n'a pas créé des zones d'exploitation artisanale viables, fiables et sécurisées. Ouais. Alors il s'est dit, mais moi-même, je n'ai pas créé certains. Aujourd'hui, comme le cas de la province du Haut-Katanga, nous avons, pour Lualaba et au Katanga, nous avons 84 zones d'exploitation artisanale. Mais il n'y a que 4 qui sont viables. Ou créées officiellement. Non, mais qui ont été, il y a eu des couvertures, il y a eu des unités qui travaillent, qui se sont quand même formalisées. Les restes, les 81 là, ce sont des zones non sécurisées et autres. Mais pendant ce temps, on voit des unités de traitement qui continuent à exporter, mais aussi revendre auprès aussi des autres entreprises qui achètent auprès des unités de traitement. C'est comme ça que le gouvernement s'est dit, bon, remettons un peu de l'ordre pour voir d'abord ces unités-là, comment elles se sont retrouvées, qui les a créées, et se ravitaillent auprès de qui? Est-ce des négociants? Est-ce des coopératives? Bon, ils sont dans telle zone. Qui a créé cette zone? C'est que le gouvernement vient de se remettre en cause. C'est ainsi qu'on a institué une commission ad hoc pour essayer d'examiner. Aujourd'hui, ils sont à Lualaba, non? Demain, ils seront dans le Haut-Katanga. Et comme c'est la filière Crypro-Baltifère qui est concernée par cette décision, on essaie d'examiner, oui, amener les documents administratifs, amener des aspects techniques, mais aussi financiers. Est-ce que avez-vous la capacité
d'arriver, parce que les démarches du gouvernement, ce n'est pas de rester, parce que la formalisation concerne l'acteur, qui est les Crézeurs, Le Crézeur lui-même, ouais. vers des coopératives qui sont coopératives professionnelles dans lesquelles les Crézeurs sont membres, Ouais. actionnaires, qu'on peut le dire ainsi, membres, mais actionnaires. Actionnaire, ouais. Mais en même temps, vous avez la formalisation de l'espace. C'est que la création des zones d'exploitation artisanales, viables et sécurisées. Mais en même temps, les démarches de gouvernance, c'est la mutation vers la mine à petite échelle. Parce qu'il y a des obligations environnementales et sociétales Qui doivent suivre, malheureusement. malheureusement. Mais quand vous regardez aujourd'hui, 9 ans après, rien n'a été fait. C'est ainsi qu'on amène vers ces unités. Vous savez que les unités de traitement ont des obligations sociétales et environnementales. Mais qui, dis-moi, il est mon ami est là. Quelle est l'unité aujourd'hui qui a signé les cahiers de charges? En dehors de Estelle, seulement, qui est aussi unité de traitement, parce qu'on transforme les scories. Ouais. Alors c'est pour dire qu'il y a un problème qu'il faut arriver à la formalisation, à assainir, mais aussi à responsabiliser. C'est pour dire que les messages qu'on peut dire à nos compatriotes qui sont des exploitants, parce que moi je n'aime pas utiliser les Crézeurs. Les Crézeurs, c'est un peu péjoratif. Les codes miniers parlent des exploitants artisanaux, ou les artisanaux miniers. Oui. Là, ça passe, ça reste, parce que c'est un acteur, un opérateur économique, un membre de la communauté qui travaille pour arriver à la création de cette classe moyenne, dont c'est ça même l'esprit du législateur, notamment du code minier, règlement. Vous avez vu qu'on doit, c'est que parmi les raisons des innovations, les 4 motivations, vous allez voir la création de la classe moyenne à travers l'artisanat minier. C'est pour dire que c'est une nécessité, mais il faut arriver à la formalisation et à la professionnalisation pour faire de ces citoyens un acteur économique, un agent de développement de son pays. Voilà, c'était là Jeff Mbia pour planter le décor. Soumaïli Stéphane, formalisation, professionnalisation, mais la réaction elle-même du côté de, j'allais dire Crézeur, mais... Oui, vous pouvez le dire. En fait, je représente ces Crézeurs-là. Vous représentez ici la communauté impactée par, ou les communautés de façon générale, les communautés impactées par l'exploitation minière. Aujourd'hui, c'est quoi votre lecture par rapport à cette nouvelle mise en place? En tout cas, merci beaucoup. Merci pour la question. Je commencerai d'abord par aborder un mot que mon co-débatteur vient de dire ici, M. Jeff Mbia. Il a dit que le gouvernement est conscient qu'il n'a pas créé les EA, les zones d'exploitation artisanale. Aujourd'hui, au sein des communautés impactées, au sein des groupes des exploitants artisanaux, la décision du ministre est tellement brutale et surtout très précipitée. Vous savez, c'est le gouvernement qui a cette responsabilité-là, au fait, de créer les zones d'exploitation artisanale. Tous les gisements, si nous sommes ici, dans les Katanga, appartiennent à la GECAMINE. Donc partout, là où il y a des créateurs, il y a toujours un problème. Partout là où il y a des exploitants artisanaux, il y a toujours un problème. Qui va les encadrer? Plus fort, la décision du ministre est tombée à pic pendant les festivités. Hein. Donc il fallait attendre. Les festivités. Il fallait attendre après, vous voyez, on peut en fait évoquer toutes les lois qu'on connaît. On peut dire tout ce qu'il y a, juridiquement, tout ça. Mais il faut voir aussi les sociales de cette population. C'est des milliers de personnes qui vivent grâce à l'exploitation artisanale. Et c'est le gouvernement qui n'a pas su formaliser ça. La faute n'est pas à ces gens-là. Comment ils vont vivre? Comment ils vont s'en sortir? Jeff a précisé, on n'a pas interdit aux créateurs artisanaux de vrai, mais c'est plutôt au niveau de ceux qui doivent traiter ces minéraux. Mais si ceux qui doivent traiter sont suspendus, et les gens qui leur amènent les minéraux, ils vont amener ça où? Ils peuvent continuer à stocker et attendre aller ou peut-être pour avoir quoi? Est-ce que vous savez que les exploitants artisanaux vivent le jour avec les peu qu'ils ont? Comme nous disons dans notre jargon, ce sont les taux du jour. Donc ils vivent. Ils n'ont pas, c'est du fiasco.
Donc, moi, ce que je demanderais, au fait... non, c'est du fiasco. À vivre au jour le jour. Mais alors, écoutez, c'est que... Mais est-ce qu'on va améliorer les conditions brutalement comme ça? C'est un processus, c'est-à-dire... Un processus, vous appelez ça processus réellement? Il fallait commencer par là. Non. Nécessairement. Non. Ou Vous savez, quelque part. avant de suspendre ça, Ouais. il fallait mettre en place un mécanisme d'alerte préalable, par exemple. Vous êtes sûr que ça n'a pas été fait? Est-ce que ça a été fait? Vous êtes Est-ce que sûr ces gens-là ont été informés de tout ça? Est-ce que la sensibilisation était réellement effective? Est-ce que ça touchait tout le monde? Heureusement, mon co-débatteur a dit on a besoin des institutions fortes, pas des hommes forts. Donc il faut éviter d'être des hommes forts quand on dirige les institutions. Vous savez? Donc en réalité, c'est une population qui est touchée. Ce sont des milliers de personnes qui sont handicapées. C'est la mort économique, pour vous dire vrai. Dans les Lualaba et dans les Haut-Katanga, surtout que c'est la filière cupro-cobaltifère qui touche les Haut-Katanga et les Lualaba en grande partie. Mais entre-temps, pendant qu'on nous balance ces images-là, la réaction, quand même, elle n'a pas été bonne. La réaction des creuseurs, aller s'attaquer carrément à des individus. Cette réaction, moi aussi, je la condamne. Mais il faut éviter de mettre la population dans la frustration. Mais cette réaction n'a pas été bonne, c'est vrai. Elle a été très brutale aussi. Mais c'est en réponse de quoi? En tout cas, moi aussi, d'ailleurs, j'en profite de cette occasion pour passer mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu le leur à Kolwezi. Ce n'est pas bien, ce n'était pas du tout bien. Mais moi, c'est que je vais en appeler au futur. Il faut éviter les frustrations. Parce que quand on prend les décisions dans des bureaux, il faut voir aussi les retombées sur la population. Mais aujourd'hui, quand on parle des activités minières ou de l'exploitation artisanale, bien sûr, des minerais, ne voyez-vous pas le côté positif quand même de cette mesure? Cela ne va-t-il pas permettre, par exemple, d'encadrer aussi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des dangers. Quand vous voyez, il n'y a pas longtemps, toujours là-bas, qu'on a eu à déplorer des morts dans des mines. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mesure ne va-t-elle pas contribuer à l'encadrement des activités minières? Merci beaucoup. On a déploré des morts au Lualaba dans des mines. Il n'y a pas que là. Dans quelles circonstances? Là, il faut ouvrir. Vous savez, la décision du ministre, c'est vrai, c'est pour formaliser. C'est vrai, c'est pour professionnaliser, pour professionnaliser, il n'y a pas de problème. Mais il fallait appliquer les sanctions progressivement. Il ne fallait pas aller directement attaquer comme ça. Il fallait peut-être appliquer les sanctions ciblées, selon des gens qui ne se conforment pas. Parce que là, les sanctions ont été généralisées. C'est ce que nous disons. Donc, il fallait aller progressivement avec les avertissements, les mises en demeure, tout ça, et petit à petit. Au lieu de sanctionner de tenir directement au cou, et c'est la souffrance des populations. En fait. Jeff Mbia, du côté des communautés impactées, l'on propose une procédure, bien sûr, par rapport à la sanction. Donc, il fallait d'abord cibler, identifier. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas en mesure d'identifier ces exploitants-là, ou ces entreprises qui traitent des minéraux tout en n'étant pas en ordre ou en respectant pas les normes? Bon, je voulais d'abord réagir à M. Stéphane, mon co-débatteur. C'est vrai qu'il représente la communauté, mais nous avons aussi le devoir de la vérité. De la vérité. C'est vrai que ce n'est pas pour rien que le gouvernement est arrivé à intégrer l'artisanat minier dans les codes miniers. Dans le code minier. Le fait d'en faire une loi, de mettre dans un code, c'est déjà un engagement. Ouais. Alors, comment moi je me suis engagé en mettant un cadre légal et normatif, et pour ça on dit que je sois contre la même population. C'est une contradiction. C'est vrai que peut-être ce que Stéphane ne comprend pas, c'est qu'il y a des enjeux économiques. Aujourd'hui, quand vous regardez qui sont promoteurs des coopératives minières, ce sont des personnes politiquement identifiées, exposées. Identifiables. Exposées. C'est que peut-être des gens qui ne devraient pas réellement être, en principe, être dans les mines. Oui. On ne peut pas me dire que telle autorité est crézère. Comment elle est devenue crézère, pourtant, il est là. Conséquence, vous allez voir, ce sont les mêmes personnes
quand il y a des attributions de zones d'exploitation artisanale, ce sont toutes ces personnes politiquement exposées ou engagées qui en bénéficient au détriment. Et vous allez voir ces coopératives, c'est une coopérative avec une seule personne. Et pourtant, les coopératives, c'est toute une... On appelle coopérative. C'est toute une organisation. C'est une organisation avec, sur le plan administratif, financier et autres. Ça pose d'abord un point par rapport à la formalisation des acteurs. En dehors de ça, c'est vrai, il veut dire que le gouvernement n'a pas consulté. Non, moi j'ai des dispositions, j'ai des correspondances ici, du 13 février 2025, qu'on a adressé un moratoire qu'on avait accordé aux unités de traitement d'obtenir tous les documents nécessaires qui devaient leur permettre d'arriver à la formalisation. Depuis au mois de février 2025. Et la décision a été prise quand? En 2000. Vous avez dit 2013 là? Non, nous avons dit ça a été vu février 2025 qu'il y a eu le moratoire qui a été accordé. Et le moratoire intervient quand? C'est après avoir interpellé et autres, les unités de traitement ont dit voulez-vous nous accorder un temps pour arriver à la formalisation, arriver à améliorer s'il y a des exigences sur le plan administratif, sur le plan technique et financier, nous allons nous mettre sur le plan environnemental. Et quand on a compris que ça n'a pas marché, on a pris une décision. Et cette décision, c'est vrai, on dit que ça touche les créateurs, oui, mais... De façon indirecte. N'oubliez pas, n'oubliez pas qu'il y a une unité de traitement qui n'a pas de gisement, c'est un receleur qui s'approvisionne auprès des exploitants artisanaux qui envahissent les sites industriels. C'est ça, un receleur et un voleur. Du point de vue juridique, c'est une infraction. C'est une infraction. Vous avez compris? Alors, on sait que vous, unité, vous n'avez pas de gisement. Mais vous approvisionnez chaque jour, ça vient d'où? Le gouvernement veut quand même contrôler, ça vient d'où? Parce que les exploitants industriels se plaignent que chaque jour, il y a un envahissement de 3 000, 2 000 créateurs et qui récupèrent leurs matières. Au lieu même de revendre auprès du propriétaire de ces permis d'exploitation, ils vont vendre auprès des unités de traitement qui n'ont pas de gisement. C'est un receleur. Le propriétaire n'a pas ouvert la porte pour qu'on aille le vous avez compris. Moi, j'ai le droit sur mon permis. J'ai fait l'exploration, j'ai payé des droits qu'il faut, j'ai signé les cahiers de charges, je verse la redevance minière. Je l'ai fait. Quotidiennement. Je finance, je mets des provisions de la dotation pour permettre au gouvernement d'avoir les moyens pour... Parce que la redevance minière, c'est pour répondre au développement de la population. Les cahiers de charges, c'est pour répondre au développement de la population. La dotation, j'ai mis tout cet argent pour permettre au gouvernement. En même temps, le gouvernement va me laisser les créateurs maintenant commencer à voler les mêmes minéraux sur lesquels je fais sortir une quantité pour verser. Mettez-vous à la place des miniers, c'est comme vous, quelqu'un qui entre chez vous, au lieu même de vous donner le monopole d'acheter ces minéraux, il va revendre à quelqu'un d'autre qui est un receleur. Et là, c'est un manque à gagner. Maintenant, nous prenons, si tout le monde peut se cacher derrière le social, c'est bien. Oui, on dit que nous avons 500 000 créateurs, comment on va les gérer? C'est là que j'ai dit qu'il y a mauvaise information. On n'a pas interdit l'exploitation artisanale. Les créateurs, rentrez dans vos carrières, ils peuvent continuer à exploiter. Mais pendant ce temps, soit vous pouvez stocker, vous avez la possibilité, attendre la formalisation, soit vous allez au niveau de EGC, entreprise de EGC qui a été créée au Lualaba, c'était pour essayer de récupérer toutes ces minéraux qui sont au niveau de l'artisanat minier. Mais n'oubliez pas aussi, on avait créé les sites de Kassombolo au Lualaba. C'est parce qu'il y avait des menaces. N'oubliez pas que nous sommes menacés. Les cuivres et cobalt et congolais sont sous la menace, comme les 3T a été menacé. Parce que dans les due diligence, il n'y avait pas de mécanisme qui ont été fait. C'est comme ça aujourd'hui, ITRI, les autres sont venus pour arriver à améliorer la traçabilité, la certification, mais aussi voir diligence, mais aussi tous ces mécanismes, ça réduit la souveraineté de l'État congolais. C'est comme ça qu'au lieu que la communauté internationale nous impose des sanctions, des manuels, des autres pour voir comment gérer améliorer la traçabilité, le gouvernement a pris des mesures à travers SAEMAP et les autres. Est-ce qu'il faut arriver d'abord à responsabiliser les unités de traitement, le temps qu'on travaille sur la formalisation de l'acteur qui est l'exploitant artisanal à travers les coopératives minières qui sont professionnelles,
qui ont des ressources comme toute une entreprise qui fonctionne. Et de l'autre côté, on fait aussi la formalisation de l'espace par la création des zones d'exploitation artisanales. Mais il faut aller vers la mine à petite échelle à ce moment-là, parce que vous allez demeurer dans l'exploitation artisanale. Mais tous les produits que vous utilisez dans la transformation autre, ça détruit l'environnement. C'est que vous avez des responsabilités environnementales et communautaires, mais comme dit, quelle est la coopérative qui paye la redevance minière? Rien. D'ailleurs, elle n'est pas soumise à cela. Et pourtant, c'est toute une entreprise. C'est le problème du code minier. Alors, vous avez compris que c'est comme ça la formalisation, il faut beaucoup y travailler. Et pour moi, je suis de cœur avec les exploitants artisanaux. Ils ont des droits. C'est notre terre. Vous savez qui? C'est notre terre, c'est nos terres, nous devons l'exploiter. Mais il faut l'exploiter en mettant en sécurité les trésors ou l'exploitation artisanale. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nos compatriotes exploitants artisanaux ne sont pas protégés. Ni juridiquement, ni sur le plan social, ni économique. Même sécuritaire. Même ni sécuritaire. Vous allez voir aujourd'hui, leur façon de travailler. Anengambo, il entre dans ces puits, on ne sait pas quel est son sort, et quand il ressort, il est victime soit des négociants, soit de tous ces facilitateurs. Arrivé au comptoir, on les malmène encore pour les payer avec toutes les procédures, et aussi quand il revient maintenant à la maison, il n'a rien. Mais pendant ce temps qu'il exploite, il est à côté des matières ionisantes. Il s'expose aussi. Hein, N'oubliez pas, dans les cuivres, il est toujours accompagné de d'autres minéraux et tout ça. Qui détruisent la santé et il n'est pas protégé. C'est comme ça même, la formalisation vise aussi à la protection de l'exploitant artisanal, sur le plan social et sur le plan économique. Il en veut vous protéger. En disant que, la décision a été prise précipitée. J'ai dit non, le code minier de 2002 a été révisé en 2018. Et les décisions ont été prises depuis 2018, mais nous avons attendu 9 ans pour arriver aujourd'hui à prendre cette décision, qui n'est que la première phase pour améliorer la situation. Parce que toutes ces personnes qui sont politiquement exposées seront connues par la commission. Comment cette unité, on regarde qui c'est tel individu, il est gouverneur. Ah, mais vous, gouverneur, vous êtes ici. Qui vous reconnaît? Comment tout? Et si c'est un ministre. On parlerait même de certains militaires oui, même c'est ça. Dans des mines. Oui. Ils sont soumis à un régime de compatibilité. Ouais. N'oubliez pas un militaire. Vous allez voir un militaire. Il ne peut pas se retrouver en principe responsable d'une unité de traitement ou responsable d'une coopérative. Un magistrat, un avocat et autres. Tout ça, vous avez des personnes qui sont soumises à des régimes de compatibilité, se retrouvent dans l'artisanat minier. Tout ça, maintenant, au détriment. Il crée un réseau mafieux, et c'est ce réseau qui a mobilisé les créateurs, qui a passé, non, comme il faut coucher à Maboulongo, tout ça, et non, malheureusement, les agents de certaines entreprises se sont retrouvés victimes de la désinformation politico-politicienne, et pourtant, les créateurs, c'est comme ça que j'ai aimé la communication du gouvernement provincial de Lualaba, qui a clarifié des choses. Bwana créateur Rudia Kujimuyako, Abokataze Kazi. Mais pendant ce temps que le gouvernement veut améliorer son secteur, assainir la chaîne de production et de commercialisation, vous pouvez vous dire, si vous avez urgemment l'argent, allez au niveau des GC, qui est d'abord une alternative en attendant d'arriver à la fin. Parce que tout a un prix, toute réforme a un prix à payer. Ah, donc, il y a un prix à payer à tout. Vous savez, il y a un prix à payer à tout. Si on ne prend pas cette décision, si on ne formalise pas, c'est que nos exploitants miniers vont demeurer pauvres dans leur pauvreté, au profit ou au détriment, au profit de tous ces hommes politiques qui en profitent de leur position politique et sociale. Détenteurs des unités de traitement. Soumaïli, vous voulez réagir? Mais je voulais réagir. C'est vrai, ce sont des politiques exposées, c'est vrai. Ce sont eux qui gèrent. Ici, les petits peuples, c'est les petits peuples qui volent. Et quand ils vont vendre leurs minéraux, ils les vendent, comme c'est les petits peuples, aux receleurs. Donc, si je comprends bien, la vie sociale des Congolais, avec les petits peuples, les vrais mots sont utilisés ici. Vous voyez? J'aime bien les franches dires de son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, parce qu'il lui parle avec son cœur. Oui, c'est vrai. Même moi ici, je parle avec mon cœur. Dans tout ça, je pose encore la question à Mukubwa Jeff Mbia. Où est la place du petit peuple?
l'exploitant artisanal là, sa place est où? Dans tout ça. Parce que nous, la sécurité, ce que nous avons, ok, la sécurité, il n'y a pas de problème. Mais il y a des alternatives immédiates par rapport à ça. Quand il y a eu sanction, qu'est-ce qui a été préconisé, des alternatives immédiates pour pouvoir compenser à ces sanctions-là? Ça, il l'a dit. Donc, pour l'instant, quand je vous dis, je vous parle avec mon cœur, pour l'instant, c'est des milliers de communautés qui se voient vraiment privées de l'économie. Socialement parlant, c'est la souffrance encore. Donc, pour nous, au niveau des communautés, il fallait appliquer des sanctions progressives, je répète. Si la loi, c'est vrai, le code minier a été revu en 2018, ça c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, combien de choses qui se trouvent dans ces codes miniers qui ne sont pas appliquées? Par exemple, la création des zones d'exploitation minière. Pourquoi le gouvernement n'a pas créé jusque-là? Quand on parle des responsables des coopératives, si ces responsables sont politiques, pourquoi ils ne sont pas sanctionnés politiquement pour leur interdire de faire ça? Et vous allez trouver, c'est vrai, heureusement, lui-même a dit, Mukubwa Jeff Mbi a dit, vous allez trouver des responsables des coopératives là. Une coopérative qui a une seule personne, un seul individu, propriétaire de la coopérative, et qui occupe un grand espace comme ça. Voilà pourquoi la mesure du ministre tombe à point nommé. Mais les gens qui souffrent dans cette mesure, moi, je voulais que cette mesure soit progressive, que les décisions suivent quand même dans la progression, les sociales des communautés. Parce que vraiment, c'est brutal, je vous dis. C'est brutal. Une décision brutale. Jeff Mbia, nous revenons à vous. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Est-ce qu'on ne sait pas, par exemple, identifier toutes ces unités de production? Bon, on sait que sur autant, admettons sur 100, il y a, par exemple, si c'est 20 qui sont en ordre, on maintient les 20 qui sont en ordre pour fermer peut-être les autres questions, d'élargir un peu le champ au niveau des creuseurs. Parce que pour Stéphane Soumaïli, la mesure a, bien sûr, c'est vrai qu'il y a des alternatives trouvées, mais il y a cet impact sur le lucre, bien sûr, ou sur la vie carrément des creuseurs. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a un prix à tout, il y a un prix à payer. Pour lui, il faudra identifier. Donc, le prix là, c'est viable. Il y a un prix à payer pour arriver à la formalisation. Ici, il s'agit d'un contrôle de conformité. Je n'ai pas vu un creuseur qui est promoteur d'une unité de traitement. Il ne faut pas qu'on ne doit pas confondre. Les unités de traitement ont des responsabilités sociétales, environnementales et autres avec l'État congolais. Il se peut que l'État a compris qu'il est conscient qu'il y a l'existence de certaines unités qui échappent à son contrôle. C'est comme ça qu'il vient d'initier le contrôle de conformité. Boana, comment tu t'es retrouvé là? Avec quel document? Pendant ce temps, la population est en train de souffrir. Ça prendra, ça prendra 3 mois. Mais pendant ce temps, si une unité de traitement qui estime qu'il est en ordre avec l'État, il va auprès des ministères, il présente tous les documents. Mais on ne peut pas de mesure que tu peux commencer à... Ce processus peut prendre combien de temps? C'est ça aussi le problème. Parce que ici, chez nous, c'est un problème. C'est une décision d'abord générale. Générale, le temps d'identifier... La première semaine, vous allez auprès des ministres, non, moi je suis en ordre. Parce que n'oubliez pas que cette décision demande, oblige ou exhorte les unités de traitement de continuer à couvrir leurs charges sociales envers leurs agents. C'est ça, Et que s'ils pouvaient acheter, ils peuvent acheter, mais ils ne vont pas commercialiser. Ils vont laisser des stockages dans leur... Mais si une unité qui est en ordre avec l'État congolais peut continuer à acheter, je n'ai pas de problème, je n'ai pas à me reprocher. Je peux continuer à acheter les minéraux en attendant parce que tous les formaliser, Alors, mais les unités qui n'ont pas tous ces documents, ce sont ceux-là. Mais vous n'avez pas comment vous êtes retrouvé acteur dans le secteur minier congolais? C'est aussi ça, qui fâche. On sait que c'est là que je suis d'accord avec vous. Il y a les faiblesses du gouvernement. Je dis le gouvernement inconscient qui a eu des faiblesses. Qui a eu des failles, Parce que des failles, nous sommes, le code minier, c'est 2018, il y avait des mesures qui devaient accompagner, des décrets qui devaient être signés, et promulgués, des arrêtés et autres. Mais 9 ans après, allons-nous toujours continuer à discuter? Alors qu'il y a déjà une loi qui organise. Appliquer. La loi, le code minier formalise. Si vous lisez l'article 62 du code minier, vous avez l'article 109, 110, 111
qui instituent, ces articles-là instituent les zones d'exploitation artisanale. C'est que la formalisation de l'espace. Mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à créer des zones d'exploitation artisanale fiables et sécurisées? Ça entre dans les diagnostics qui doivent être menés, mais 9 ans après. Alors, les unités qui achètent, sont-elles en ordre? Comment ils font des transactions dans l'illégalité, d'une manière irrégulière, et s'approvisionnent auprès des industriels ou dans les consciences des industriels qui sont en ordre avec l'État congolais? C'est injuste. Un manque à gagner pour ceux qui sont en ordre. Ceux qui sont en ordre avec l'État. Ouais. C'est comme ça qu'on veut... Ici, la décision vise la responsabilisation des acteurs. C'est ça le contrôle de conformité. C'est vrai que les créateurs vont en pâtir. C'est vrai. Ils vont en pâtir. C'est un prix à gagner. Oui. Mais il ne faut pas dire que cette décision est une décision improvisée. Non. Brutale. Non, non, ça fait 9 ans que le code minier a été révisé et promulgué. Oui. C'est pour dire que ce n'est pas improvisé. Mais il se pose un problème de la sensibilisation. Quand je vous ai présenté cette décision, le dernier moratoire date du mois de février 2025. Est-ce que ces unités se sont mises en ordre? Non. Il y a des appuis, des parapluies politiques autres. Alors, mais le gouvernement dit oui, même s'il y a des parapluies. Mais le ministre est dans ses attributions. Il estime que mes interlocuteurs ne sont pas sincères. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre... Et puis n'oubliez pas, M. Ben, la fraude annule tout. Un fraudeur, en quoi il peut réclamer? La fraude annule tout. Et ici, ce sont des unités de traitement sans jugement qui s'approvisionnent auprès des créateurs clandestins dans les sites industriels. On ne parle pas des créateurs qui exploitent dans les zones d'exploitation artisanales. Alors, on doit clarifier, il faut qu'on donne la bonne information. Alors, s'il y a des unités qui ne sont pas en ordre, alors pendant ces contrôles, on va identifier les unités de traitement qui sont en ordre, et ce sont ceux-là qui auront le droit de s'approvisionner, d'acheter, et aussi en respectant les obligations environnementales et sociales vis-à-vis des communautés. Je vous ai dit que rare de Estelle fait partie des unités de traitement qui ont signé, je ne fais pas leur publicité, mais je présente quand même les faits. Oui. Alors qu'on me dise d'autres là qui sont aujourd'hui, ils ont signé les cahiers de charges ou parce que les cahiers de charges devaient être signés depuis 2018. Aujourd'hui, mon ami Stéphane, qui représente la communauté, impactée aussi par MMG et d'autres entreprises, il sait très bien que nous sommes à la deuxième génération des cahiers de charges. Mais la première génération, toutes ces unités n'ont jamais signé. Et ils continuent à exploiter pour des autres obligations sociétales et environnementales. Tout ça, quelle est la population qui est impactée? C'est la même communauté dans laquelle on trouve les exploitants artisanaux. Alors, je ne sais pas, Stéphane, restons quand même rationnels, objectifs. C'est vrai que les créateurs, oui. Mais les créateurs, quand ils créent, ils les revendent. Est-ce que sa condition s'est améliorée? Non. Ils demeurent pauvres. Alors, il faut travaillons. Souffrons ensemble pendant un temps, mais améliorer pour permettre aux exploitants artisanaux de devenir des acteurs au développement. C'est vrai qu'il y a des cas aussi. Je connais quand même certains exploitants artisanaux qui sont devenus des grands boinas. Aujourd'hui, on parle de... Qui sont devenus aussi des modèles. Non, je ne cite pas. Je ne cite pas parce qu'il y a toujours à boire à manger. Je pensais que vous allez citer Océan Tambou. Certains exploitants artisanaux qui sont devenus des modèles de réussite. C'est ça. Mais ils sont devenus des modèles de réussite sur l'existant n'est pas formel. On veut formaliser l'existant pour que tout le monde, tout acteur puisse se retrouver. Je suis d'accord que c'est tombé dans une période de festivité où les gens s'attendaient à préparer, mais ça fait plus de 9 ans. On n'a jamais amélioré les conditions de ces créateurs ou des exploitants artisanaux. Faudra-t-il continuer ou il faut responsabiliser l'unité de traitement, améliorer pour que les créateurs puissent retrouver leur part? Moi, je pense que c'est la meilleure approche. Il n'est jamais tard pour mieux faire, Stéphane Soumaïli. Bon, j'ai lu la note introductive de l'arrêté, de l'arrêté du 19. Je vais prendre ces paragraphes-là. Considérant l'ordre des missions collectif numéro 0101 CAB mine KPKM 01 2024 du 4 octobre 2024 portant identification et contrôle des entités de traitement situées à proximité des sites des périmètres miniers
concédés et ou des sites miniers artisanaux. C'est-à-dire, en 2024, au mois d'octobre, il y a eu un ordre d'émission. Pour identifier. Oui, pour identifier. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce que je disais. Là, il y a aussi un problème. Après avoir identifié depuis 2024, aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Ministre, va suspendre toutes les unités de traitement. Pourquoi ne pas cibler les problématiques? Pourquoi ne pas les faire progressivement au lieu d'aller toucher un grand nombre de gens dans la souffrance comme ça? Ça, c'est la première des choses. Je me pose la question, c'est pourquoi j'ai dit que c'était une décision très brutale. Parce que c'était déjà identifié, M. Ben. C'était déjà identifié depuis 2024. Donc, tous ces politiques-là, nous attendons, nous les communautés, que tous ces politiques-là, qui sont responsables des coopératives, soient suspendus au niveau politique. On veut entendre leur nom sortir. Et vous allez voir qu'ils seront cachés, ils seront couverts. Mais c'est le petit peuple qui en souffre. Même là, j'ai entendu, M. Jeff Mbi a dit ici, l'État veut passer des zones d'exploitation artisanale aux mines à petite échelle. Oui. Mais comme les autres se sont accaparés des EIA, des coopératives, ils vont les faire aux mines à petite échelle. C'est-à-dire, il y a un problème maintenant là de confiance de nos dirigeants. Donc nous, les petits peuples là, on a un problème de confiance. Parce que tout ce qui arrive pour notre intérêt, il y a toujours des politiques qui viennent au milieu pour récupérer cet intérêt autrement. Alors, il ne faut pas commencer à nous faire souffrir, nous. C'est pourquoi j'ai dit, écoutez, la communauté, c'est l'ensemble des gens qui, parmi les 5 sens du corps humain, ils n'utilisent que 2. Vous savez c'est quoi? C'est la vue et le toucher. Hein? Donc, pour nous, la communauté, quand vous venez chez nous, les communautés riveraines ou les communautés impactées, on n'a pas besoin de beaucoup de lois. On a besoin de choses qui sont concrètes, palpables. Vous voulez voir et toucher. Oui, on voit et on touche. Oui. Maintenant, si on a parlé des zones d'exploitation artisanales qui sont régies dans les codes miniers d'ailleurs, et jusqu'à aujourd'hui, depuis 9 ans, ça n'a jamais été créé. Formalisé. Et oui, formalisé, je peux dire ça, formalisé. Et aujourd'hui, ce sont les politiques qui en prennent possession des coopératives, des unités de traitement. Oui, maintenant, parlons maintenant la vérité sur si nous voulons passer des mines à petite échelle. Qui seront des patrons? Ce sont les mêmes personnes. Il y a 9 ans. Hein. Voilà pourquoi il faut doit rester. Voyez? Voilà pourquoi non, les trésors là, ce sont les appâts. Ce sont les appâts. Lui-même, Moukoubo a dit qu'il y a des sacrifices. Donc, c'est le petit peuple qui est sacrifié pour les grands peuples qui veulent devenir des patrons dans ces pays. Non, je dois clarifier. Ça, c'est déjà un problème. Non, mais c'est Moukoubo, Jeff. Laissez-moi terminer d'abord. Vous savez, les unités de traitement là qui sont dans l'illégalité, ils échappent au contrôle. Ces unités devaient avoir les obligations. Mais qui doit contrôler? Qui doit contrôler? Ces unités devaient commencer à verser la redevance minière pour permettre à l'autorité d'améliorer les conditions de financer le projet. Devaient signer les cahiers des charges, ils ne l'ont pas signé. Devaient mettre la provision sur la dotation, ils ne l'ont pas fait. C'est un manque à gagner pour la même communauté. Pour la même communauté. Alors, et la dans décision lesquelles on trouve les prise pour aider cette communauté. Parce que si ces unités améliorent leur environnement, même les Crézés vont trouver un environnement qui est propice à son développement. Ouais. Mais l'environnement n'est pas développé parce que cette unité n'a pas rempli ses obligations sociétales et environnementales. Continuer à faire des transactions illicites derrière, parce que n'oubliez pas que derrière toutes ces unités, il faut se dire la vérité. Il y a un Chinois qui a derrière lui un député, un militaire ou autre. Il y a un Indo-Pakistanais qui est là. Alors, tous ces acteurs-là, illégaux, au détriment des vrais exploitants artisanaux. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que l'État dit, bon, dans un premier temps, suspendons pendant 3 mois, donnez-moi comment vous existez, qui vous autres. Il a dit en 2024. Comment suspendre tout le monde au même moment comme ça? Je dois rappeler, on est dans le phase de la continuité de l'État. Ouais. Moi, je ne vais pas citer celui qui était ministre des Mines à l'époque. C'est pas parce que lui aussi, il est venu, il a beaucoup travaillé sur les cadres légaux et réglementaires dans le secteur minier. Reconnaissons qu'on a pris du temps. Le gouvernement a pris du temps. Parce qu'il y a des intérêts politiques là-bas. Il faut les reconnaître. Alors là, maintenant, c'est les petits peuples qui en souffrent. Justement, ouais. Moi, je travaille dans le secteur des mines. J'accompagne les communautés, j'accompagne les institutions pour améliorer. Je viens de participer
à l'atelier technique portant formalisation et professionnalisation. Des recommandations, ça. Nous avons analysé tout. Dans la certification, qui intervient? Dans la traçabilité, quels sont les outils? Dans les due diligence, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Dans la formalisation de l'espace et de l'acteur, tous les éléments, nous avons des recommandations et des défis. Et même la loi. Et moi, pour votre information, j'ai travaillé sur le cadre légal et réglementaire. J'ai rappelé qu'il n'y a rien à modifier comme disposition. Mais il faut appliquer la loi dans son entièreté, dans l'esprit du législateur. Il faut le faire. C'est comme ça qu'il est très important qu'on arrive à connaître qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement, dans la chaîne de production, ici, au niveau des unités de traitement. Sont-elles en ordre avec l'État congolais? S'ils ne sont pas, il y a toujours des procédures de formalisation, de régularisation. C'est ce que la commission est venue faire. Les crésiers sont interdits. Est-ce qu'on a fermé des zones d'exploitation artisanale? Non. Est-ce qu'on a interdit l'exploitation artisanale? Non. Parce qu'ils continuent à travailler. Mais là, il y a un problème. Quand ils vont travailler là, ils vont amener où ces minéraux? D'abord, ils travaillent. S'il vous plaît. L'idée, c'est de travailler d'abord. Qui va acheter ça? Et puis l'alternative. Je vous ai dit ceci. La fraude annule tout. Les unités de traitement qui n'ont pas de jugement sont des receleurs qui s'approvisionnent auprès des exploitants artisanaux clandestins qui envahissent les sites industriels qui sont protégés par la loi. Et là, c'est pour les petits peuples. Alors, parce que pour les grands peuples... Stéphane me dit aujourd'hui qu'il fait la promotion du vol. Non, non, je ne fais pas... Écoutez, je ne fais pas la promotion du vol et des recels. Mais le problème qui est là, c'est que... à autrui ou des biens appartenant à autrui ou l'association... Alors qu'ils me disent alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il y a l'encadrement technique, c'est ça l'erreur de SAMAP. Vous avez compris? La formalisation, la loi a déjà déterminé comment formaliser. Mais quelle est la forme qu'il faut donner? Ce sont des discussions en cours. Est-ce qu'on a interdit les crésiers de ne pas aller dans les sites miniers? Non. Non. Dans les sites ZEA, non. On les a interdits d'aller dans les sites miniers qui sont déjà protégés par le droit et protégés par la loi et aussi les institutions de la République. Mais parce que ces unités se ravitaient auprès des industriels en utilisant les crésiers clandestins, ils doivent améliorer les approches. Et qu'aujourd'hui, si vous dites, bon, l'État a commis l'erreur, parce qu'il y a des milliers de personnes, j'ai dit non. Quelle est l'erreur? Parce que les crésiers ne sont pas frappés par cette c'est les sacrifices, c'est ce que Bouadja Fumbi a dit. Donc les autres là constituent les sacrifices de ces passages-là. Je te dis, Baba Stéphane, tout a un prix. Même pour améliorer ton bien-être chez toi à la maison. Il faut laisser les gens affamés pendant 3 mois pour qu'ils deviennent des riches après. C'est comme un cultivateur. Pour arriver à récolter, il prend le temps de sa classe, il prend le temps pour récolter les fruits de son travail. C'est comme ça qu'on parle. Alors qu'on me dise qu'il faut aller laisser quelqu'un aller voler chez autrui pour vivre parce qu'il a faim. Moi, je pense, Stéphane, réfléchissons un peu. Non, non, moi, je n'ai pas dit qu'ils partent voler chez autrui. Oui, mais c'est ça. Moi, je reviens. Qui sont responsables des coopératives? Ce sont des politiques exposées. Et vous attendez des sanctions. Vous attendez des sanctions. On attend des sanctions de ces politiques-là d'abord. Ça, c'est la première des choses. Maintenant qu'on passe par les contrôles. La deuxième des choses, après avoir fait ce contrôle... Si on estime que vous avez... J'espère qu'un jour, on va y arriver. Parce que c'est comme ça que moi, je plaide des institutions fortes. Des institutions fortes. Alors, si vous avez des institutions fortes qui ne vont pas subir de l'interférence politique, parce que quand il a parlé qu'en 2024, il y avait des contrôles, les mêmes contrôles, oui, c'est un contrôle qui n'avait pas abouti, mais dont les unités de traitement avaient demandé des faveurs. C'est ainsi, quand le ministre est revenu, il les a rappelés. Je vous ai présenté la lettre, des moratoires de février 2025. C'était le moratoire pour Bandougou, Mouarikishe. Mon bébé Mikanda, mon de quoi l'État a mis, formaliser votre existence. Et ça, préavis. Préavis. Ils ne l'ont pas fait. On décide, non, les crésiers ne sont... Oui, les crésiers sont frappés indirectement parce que les crésiers vont aller vendre auprès des unités de traitement. Mais désormais, on dit crésiers, allez vendre auprès d'une unité de traitement qui est en ordre avec l'État, qui paye, qui verse la redevance, qui finance les cahiers de charges, qui met des provisions pour la dotation, et ce sont des moyens qui peuvent encore développer ton entité, ton pays. Où est le problème, cher Stéphane? Non, non, écoutez, écoutez, monsieur Ben. Allez-y. Je suis toujours dans les codes miniers. Hein? C'est pourquoi j'ai demandé à ce que les sanctions soient appliquées progressivement, parce que ça touche beaucoup de gens.
Oui, 9 ans après. En ce jour, il y a de ces entreprises, pour ouvrir juste une parenthèse, il y a de ces entreprises qui signent la 2e génération du cahier de charges. Et il y a de ces entreprises qui n'ont jamais signé ou négocié le cahier de charges. Qu'est-ce que dit le code minier? Bon, ce que dit le code minier, on connaît. Est-ce qu'il y a un seul permis qui a été retiré? C'est la question. On a posé ces questions même dans des forums. Est-ce qu'il y a une entreprise qui a été sanctionnée pour ça? Oui, mais c'est moi et vous de la société civile, nous travaillons pour obtenir... Oui, nous travaillons pour obtenir... Nous travaillons... Oui, on connaît la procédure, merci beaucoup. Nous travaillons pour avoir des sanctions de ces entreprises, mais qui n'ont jamais venu. Beaucoup de recommandations sur table. J'ai posé même la question à un ministre. Pourquoi est-ce que les recommandations ne sont pas mises en application? Imaginez-vous aujourd'hui une entreprise qui a plus de... Je peux dire 1000... Pourquoi j'ai ouvert la parenthèse? 1000 agents, 1000 emplois, et aussi qui verse la redevance au Téménari pas signer les cahiers de charges. Et demain, l'État dit, bon, comme tu n'as pas signé les cahiers de charges, c'est ce qu'on appelle la licence sociale d'une entreprise minière. Une entreprise qui n'a pas sa licence sociale, on constate l'agence congolaise de alors là, on doit laisser, parce qu'il y a beaucoup d'agents, la direction de la protection de l'environnement minier. Et constate cela, on transmet auprès du ministre des Mines, qui présente ça au niveau du Conseil des ministres et décide la déchéance ou le retrait du permis d'exploitation confie à un autre projet qui est capable d'accomplir ses obligations environnementales. Nous connaissons cette procédure. Mais si cela n'arrive pas, c'est pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est là, qui a des obligations, qui remplit certaines obligations, d'autres n'arrivent pas à les faire, ça revient au gouvernement de jouer sa partition. Je ne fais pas la défense des entreprises minières. Non, vous les défendez déjà. Mais je dis ceci. C'est moi qui ai ouvert la parenthèse, je peux la fermer. Si je voulais vous rappeler non. Je vais fermer cette parenthèse. C'est pour dire que, au niveau du code minier, il n'y a pas que les exploitants artisanaux qui sont problématiques. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement ne parvient pas à régulariser. Et il ne faut pas aller prendre seulement les petits peuples au bon pour les tenir au cou et les fragiliser. Donc, il y a la distribution des permis d'exploitation dans notre pays, vous n'avez pas idée. On en a discuté même ça au niveau de la société civile. Je pense que Moukouba Jeff m'en est témoin. Vous voyez? Maintenant, ces permis d'exploitation-là, les permis de recherche qui sont distribués à des gens, comme des cacahuètes comme ça. Maintenant, où est la place de l'exploitant artisanal? Comment voulez-vous que ces messieurs-là, cette dame-là, nos familles à nous, qui sont loin des villes peut-être de Lubumbashi, qui vivent dans la précarité extrême, puissent survivre? Parce que eux là, nous, les communautés, nous, avec nos familles des exploitants artisanaux, nous survivons, on ne vit pas, on survit. Ça, je vous dis. Je pèse bien mes mots. Et maintenant, dans cette survie-là, on vient encore nous arrêter. Pouf. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? La frustration. Ce n'est pas bien. Deuxièmement, on a plaidé aux entreprises minières. S'il y a possibilité, il y a ces entreprises qui ont plusieurs permis d'exploitation, des carrés miniers. Beaucoup de carrés miniers là où ils n'exploitent même pas. Pourquoi ne pas céder ça aux exploitants artisanaux et commencer à acheter leurs minéraux? Non, vous n'allez pas... Non, ce n'est pas encore... C'est encore flou. Je sais qu'il y a gel de concession, je suis d'accord avec lui. Ah, il est d'accord, merci beaucoup. Vous devez savoir, c'est le gouvernement. C'est là que moi j'ai... Laissez-moi terminer. Quand j'ai donné l'article 62 du Code minier, ce n'est pas dans cet article. On oblige un titulaire d'un projet minier. Ça parle sur le permis de recherche jusqu'à permis de recherche ou d'exploration, jusqu'à le permis d'exploitation. Mais quand vous êtes dans les recherches et que vous venez avec des informations pertinentes auprès de l'État congolais, la loi vous autorise de restituer 50% de votre concession. C'est ainsi que lors de cet atelier, nous avons dit, mais si tous ces projets miniers qui étaient dans la phase d'exploration ou de recherche ont été notifiés des permis d'exploitation. C'est pour dire que l'État congolais est resté avec 50% de chaque concession. Et que facilement l'État congolais peut créer des zones d'exploitation artisanales. Pourquoi n'est pas encore? Pourquoi ce n'est pas encore fait? C'est pourquoi je voulais être sincère avec Stéphane. 50%. Alors, si aujourd'hui on ne crée pas les zones d'exploitation artisanale, parce que c'est pour dire que l'État congolais semble être dubitatif dans ses propres engagements. Ça, c'est de 1. Quand vous lisez l'article 8
portant institution de ARESCOM, Haute Autorité de Régulation des matières de substances minérales stratégiques. Son article 8 parle de l'approvisionnement dans l'exploitation artisanale. C'est pour dire que ça formalise déjà l'exploitation artisanale. Ouais. Mais pourquoi on n'arrive pas à créer des zones d'exploitation artisanale viables et sécurisées? C'est là que je parle du problème de volonté politique qui manque. Apparemment, le gouvernement congolais, même s'il parle de l'artisanat minier, mais à un certain moment, ils veulent promouvoir l'industriel. Quand l'industriel arrive, la facilitation pour obtenir des documents, comme il a dit. Mais si ce sont les exploitants artisanaux, ça peut faire 2-3 mois pour avoir. Mais c'est ce que je disais, non? C'est que tout ça, ce sont les défis que nous avons relevés lors de cet atelier technique et que nous avons demandé cette fois-là au niveau de SAEMAP, qui est comme mécanisme institutionnel, d'avoir sur son site. Là, il peut créer un site, il va avoir un site, le site existe déjà, mais là, les formulaires là pour mettre des informations de tous les requérants, pour avoir des zones d'exploitation, soient accessibles avec une procédure qui est aussi... Et tout ça, c'est comme si je suis d'accord avec le papa. Il y a des intérêts politiques qui avaient empêché 2024. Maintenant que nous avons un nouveau ministre qui veut arriver, parce que c'est quelqu'un qui est rodé dans l'exploitation minière. Il connaît les défis des créiseurs, il connaît les défis des industriels. Il a compris d'où viennent les problèmes. Les vrais problèmes viennent des unités de traitement qui sont dans les transactions illicites. C'est là qu'il a d'abord frappé, sans pourtant toucher les artisanaux miniers. Mais il a touché un acteur clé dans cette illégalité, dans cette irrégularité dans la chaîne de provisionnement, et derrière qui tous ces politiques et politiquement exposés ou engagés se cacheraient. À ce moment-là, si je fais le contrôle de conformité, auprès de je vais connaître qui est le propriétaire réel. Vous avez compris? Est-ce que je suis en face d'un acteur qui est fiable et crédible? Un acteur qui a des ressources pour exploiter mon exploitation et aussi les pousser. Pourquoi ne pas faire des fusions de toutes ces unités de traitement vers mine à petite échelle, mais aussi, pourquoi pas aussi, à une exploitation industrielle. C'est aussi une possibilité. Vous vous rappelez, qui va en profiter? Je dois rappeler Stéphane. Qui va en profiter? Je dois rappeler Stéphane. Ce sont les mêmes personnes là. On est en 2011-2013. Le gouverneur du Katanga, alors Moïse Katumbi Tchapou, le problème n'a pas commencé aujourd'hui. Il a appelé les exploitants artisanaux, les coopératives, au gouvernorat, ça des banquiers, mais aussi à Caravia. Discutez, chers amis. Vous ne voulez pas créer un holding. Moupata ne peut pas responsable ils étaient nombreux là. Papa, les gens n'ont pas voulu, aussi l'égoïsme. Ils n'ont pas voulu fusionner, s'associer pour arriver à des entreprises qu'on peut bien mis à petite échelle pour obtenir maintenant des concessions comme toutes les unités de traitement. Ils n'ont pas voulu. Mais les mêmes promoteurs là à l'époque sont les mêmes qui sont aujourd'hui, qui sont derrière les créiseurs, dont les conditions ne sont pas améliorées. C'est pour dire que la problématique exploitation artisanale n'a pas commencé aujourd'hui pour que mon ami se fasse dire que c'est à l'époque. Le problème, c'est que... Une décision vous savez qu'à l'époque, si toutes les coopératives, c'était pas toutes, mais certaines se sont associées, on allait avoir des unités de traitement fiables aujourd'hui et autres. Aussi, pourquoi pas aussi avoir des mines à petite échelle ou des unités qui sont économiquement viables aujourd'hui. Mais les gens ont préféré rester toujours des coopératives comme telles, sans zone d'exploitation artisanale, et ce sont des gens maintenant qui cotisent l'argent, qui souvent aller corrompre le service de gardiennage chez l'industriel, corrompre la police des mines, corrompre les FRDC et autres, pour faire entrer les créiseurs dans les sites industriels déjà protégés. Je suis d'accord qu'il y a la corruption. La corruption est là. Ce sont maintenant ces exploitants artisanaux, hein? Non, nous, la communauté, les exploitants artisanaux là, c'est nous maintenant qui subissons les effets de cette corruption là, pendant que nous ne cherchons qu'à survivre, s'il vous plaît. Voilà pourquoi le gouvernement veut... au détriment même de ces bas peuples. C'est comme ça que l'État veut dire améliorer. L'amélioration est venue vraiment brutalement. Donc vous ne voulez pas d'un changement, le vouloir ou pas. Non, je ne favorise pas, Moukouba Jeff Mbia, je ne favorise pas les vols et les receleurs. Non. Vous ne voulez pas de changement. Ce que nous voulons, c'est le changement.
Mais ces changements-là ne peuvent pas venir brutalement. Parce que si vous voulez me transformer, vous venez tellement brutalement. Alors là, vous ne venez pas pour me transformer, vous venez pour autre chose. Parce qu'il y a eu les contrôles. Pourquoi ne pas cibler les vrais problèmes? Oui, mais c'est ça les vrais. Les vrais problèmes, ce sont des unités. On n'a pas touché les artisanaux, on a touché les puis les cibler. Jeff, pour Stéphane Soumaïli, il faut sanctionner les unités de traitement qui fonctionnent dans l'illégalité. Oui, mais c'est ça les contrôles de conformité. Comment arriver que vous allez les si on ne fait pas les contrôles? C'est ça les contrôles. Mais c'est bien. Le problème, c'est la survie d'abord de cette population. Je vous dis... C'est la population doit survivre dans les vols. On parle avec vous ici. La population doit survivre dans les vols. Vous n'êtes pas avec ces gens. Pourquoi Jeff Mbia? Écoutez, je ne sais pas ce qu'on appelle vol pour les petits peuples. Mais pour les grands peuples, on parle d'autres termes là. Les termes là, pour les créateurs là, on appelle vol. Mais pour les autres là, c'est pourquoi moi j'insiste. Nous les communautés là, on attend voir les sanctions des politiques là. Et qu'on nous expose même leurs noms. Voilà, on va... Mais pour l'instant... Cherchons comment améliorer. On peut aussi proposer des réels. C'est connaître qui sont les vrais propriétaires de ces unités de traitement. Pour voir quel type d'action on peut mener. C'est vrai qu'on est en face à cette fiction, société anonyme et autres. Alors il faut assurer des alternatives économiques. Hein? Voilà, je pense. Oui, mais c'est ça, j'essaie de... Nous espérons que ça sera fait. On va toujours à loi là-bas. Dans les Okatanga. Oui, mais organisez-vous. C'est comme ça que c'est ça. Le problème, c'est que M. Stéphane ne comprend pas. Un exploitant artisanal doit se retrouver dans une coopérative. Dans une coopérative. Une coopérative qui a une organisation et fonctionnement, mais aussi des financements. Mais une coopérative qui peut être capable de prendre les camions aussi à mener à Colosie. Vous avez compris. Mais actuellement, nos créateurs ne sont pas réunis au sein d'une coopérative. Et je vous ai dit que l'exploitant artisanal, c'est un boss, c'est un grand boana, c'est un actionnaire au sein même s'il demeure dans la pauvreté actuelle. C'est ça, mais c'est comme ça que pour le gouvernement, nos compatriotes exploitants artisanaux ne doivent pas continuer à vivre dans les mêmes conditions face aux acteurs ou des unités de traitement qui ne respectent pas les conditions. Brutalement comme ça. Mais l'amélioration a un prix. Il y a un prix. Il y a un prix pour tout. Il y a un prix pour les petits peuples. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pas pour les politiques exposés. Pas pour les militaires et la police, tout ça. Il y a un prix pour là, les prix à payer, c'est pour les artisans. Il y aura également un changement. En fait, il y aura également un prix. Jeff, nous allons peut-être clôturer avec ce sujet en parlant de l'exploitation minière et impact dans la société. Depuis le boom minier, bien sûr, comment vous évaluez l'impact de l'exploitation minière? Bon, l'évaluation a été faite par les miniers pour analyser si les codes miniers a été favorable, quelles sont les faiblesses. Ils ont fait une série de recommandations. Je n'ai pas eu le temps de lire pour vous les partager. Notamment, ils ont beaucoup plus attaqué le régime fiscal congolais qui continue à toucher sur le climat des affaires. N'oubliez pas, il y a plusieurs taxes qu'on a créées. Vous n'oubliez pas qu'il y a une taxe que le gouverneur venait de supprimer. Qui a suscité l'indignation, bien sûr. Oui, c'est toutes ces taxes-là que les miniers pensent que le régime fiscalité minière n'amène pas cette attractivité dans les cités minières parce qu'il y a plusieurs taxes à payer avec plusieurs services. Au lieu de créer un guichet unique. Je crois que je vais revenir. On avait proposé le guichet unique. On va revenir sur ça. Mais côté société civile et autres, la communauté, nous avons aussi fait notre propre évaluation, notamment en se basant beaucoup plus sur le développement communautaire à travers les innovations qui ont été mises en œuvre, notamment les 3 piliers que nous avons, la redevance minière, les cahiers des charges, mais aussi 0,3%, en évaluant chaque pilier où en sommes-nous. Et pour votre information, nous ne sommes pas satisfaits. Déjà, la redevance minière, qui est une compensation d'un titulaire d'un projet minier fait à la population impactée par son exploitation, mais on remet ça à l'autorité de l'entité, la redevance minière est mal gérée. Très mal. Non seulement au niveau des chefferies, secteurs, des communes, mais aussi au niveau du gouvernement de la province, mais aussi au niveau national. National, qui prend d'ailleurs 50%. Vous avez compris. Ce qui fait que la gestion de la redevance minière est calamiteuse. C'est comme si l'après-mine, nous ne la préparons pas. Ça, c'est pour la redevance minière. Côté cahier des charges. En somme, on devait avoir plus de 420 cahiers de charges pour plus de 400 projets miniers que nous avons en RDC. Mais si vous regardez, nous sommes qu'à 70, pas même 50%.
C'est pour dire que vous avez plus de 300 entreprises qui ne sont pas en ordre avec l'État congolais. Et pour ça, ils continuent à impacter, notamment les unités dont nous parlons aujourd'hui qui venaient d'être aussi suspendues. Font partie de ces projets miniers. Mais vous avez maintenant, comme maintenant ces entreprises ne sont pas en ordre avec la redevance et aussi cahier des charges, rare, on fait aussi la provision de la dotation, des chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires que l'entreprise a exporté pendant toute l'année. Avant qu'on retire toutes les taxes et autres charges fiscales, il faut retirer 0,3. Ouais. Mais si vous regardez aujourd'hui, je ne pense pas que nous avons 100 entreprises minières qui sont dans la phase d'exploitation qui ont fait des provisions de la dotation. Et pourtant, la dotation devait financer des grands projets au-delà même du rayon impacté par l'entreprise minière. Et n'oubliez pas aussi, vous rappelez les rapports de la Cour des comptes qui a demandé au ministre des Mines de suspendre certains présidents des organismes spécialisés qui gèrent la dotation pour détournement, mauvaise gestion. Et la plupart ont été nommés par les ministres de Kinshasa, notamment des Affaires sociales et des Mines, qui ont... C'est qu'il y a la mauvaise gouvernance, et pour nous, nous estimons qu'il faut réfléchir pour mettre des garde-fous. C'est ainsi qu'on a plaidé que l'IGF puisse reprendre son contrôle, cette fois-là mettre un peu de rigueur aussi, de ne pas se laisser influencer aussi corrompre. Et aussi la Cour des comptes qui au début, parce que la Cour des comptes c'est l'auditeur par excellence. Quand la Cour des comptes examine, fait des recommandations, c'est un contrôle juridictionnel, c'est que vous allez en prison. C'est comme ça, mais la Cour des comptes nous a présenté qu'il n'avait pas assez de personnel pour couvrir toute les RDC, c'est ainsi qu'il était appuyé par l'IGF. Mais nous espérons qu'il y aura des personnels pour arriver à avoir des rapports. Mais du côté de l'État congolais, c'est là que nous déplorons. Nous déplorons l'inaction. Déjà, vous avez compris, 9 ans après, c'est maintenant qu'on vient de suspendre certaines unités qui étaient en violation. 9 ans après, on n'a pas arrivé à formaliser des zones d'exploitation artisanales et des acteurs en coopérative. On n'a pas créé des zones d'exploitation artisanale viables. Mais aussi, 9 ans après, il y a un conflit entre la direction de la protection de l'environnement minier et l'Agence congolaise de l'environnement en matière de contrôle d'audits environnementaux au niveau des entreprises qui amènent d'autres conséquences. C'est pour il y a des faiblesses au niveau des institutions. Il y a aussi des faiblesses parce que certains actes réglementaires qui devaient compléter les codes miniers et règlements miniers ne sont pas encore mis en place. Et puis, sans oublier aussi que la création des fonds, le financement des FONAREV par les codes miniers, par la redevance minière, viole l'esprit du législateur. Ça aussi, ça fait partie des faiblesses qui ont été démontrées. C'est pour dire qu'il y a plusieurs faiblesses, mais il faut pour nous d'abord appliquons le code minier dans son esprit, dans son ensemble, toute l'économie, qu'on puisse l'appliquer et après nous arrivons. Parce que l'application est encore trop faible et pourtant les enjeux sont tellement grands et les attentes de la population en matière de développement sont tellement grandes. Et en parlant des attentes de la population, on va terminer avec vous, Stéphane Soumaïli, deuxième génération pour certaines entreprises, bien sûr, pour ces entreprises-là qui signent leur cahier des charges. Quelles sont vos attentes? Les attentes sont énormes et très nombreuses. Mais en attendant, avant de répondre à cette question, je voulais revenir un peu sur ce que M. Jeff Mbia vient de parler ici. Il y a aussi les 10% des générations futures qu'on ne connaît pas où va cet argent. Oui. Bon, c'est dans le futur. Oui, c'est dans le futur, mais cet argent, les faux mines, on ne sait pas. Moi, je dis c'est un mort-né. Vous comprenez? Alors qu'il y a 10% qui entrent là-bas. Sur le montant perçu dans de la redevance minière. Vous comprenez? C'est déjà un problème. Fonarève qui vient de Fonarève aussi entre là-dedans, il pique aussi. Pour Fomine. Et aujourd'hui, Fomine commence à financer n'importe quel projet. Et finalement, on revient seulement pour suspendre les activités artisanales qui font souffrir les exploitants artisanaux. On commence tout bas, mais tout haut là, il y a un problème. Je reviens sur la gestion des dotations. Ouais. Presque tous les comités des organismes spécialisés de gestion des dotations, leur mandat a déjà pris fin. Mais fort malheureusement, ces gens continuent à fonctionner. Pourquoi? Nous, au niveau des communautés de Kin-Sévéré, le CLD a écrit au ministre national des Mines. OK? Et pour qu'il y ait installation du nouveau comité, d'ailleurs, les nouveaux membres ont été même désignés officiellement. Il y a eu même une délégation qui est venue de Kinshasa pour cette mission-là. L'organisme spécialisé? Oui. Mais malheureusement, ces gens n'ont jamais été installés. Ce sont les anciens pour qui mandat
fin, mais qui continue à décider sur l'avenir des communautés. Ouais. Vous voyez? Et quand les communautés vont se prendre en charge pour réclamer, on va donner les noms des insécurités, des maïmaï, des bandits. Mais là, le vrai banditisme est en train de s'opérer et personne n'en parle. C'est déjà un problème. Pour le cahier des charges, en tout cas, il faut qu'il y ait quand même respect des clauses. Hein? Respect des clauses et aussi revoir les systèmes de passation des marchés pour le cahier des charges. Je pense que les attentes sont vraiment nombreuses et on y reviendra. Et la partie la plus marginalisée, c'est toujours la communauté. C'est la communauté. C'est pourquoi nos communautés, nous voulons passer au statut de partenaires. Oui, nous devons être des partenaires. Voilà, par là s'achève ce premier sujet. Rapidement, nous allons prendre, avec la complicité de Michel Makita, nous allons prendre le deuxième carton. Il s'agit du phénomène insécurité dans le Haut-Katanga, mais nous allons nous rendre dans cet élément dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Ils ont attendu après les fêtes pour manifester contre l'insécurité. Les jeunes de Kipushi sont montés au créneau ce mardi 2 janvier 2026 afin d'exiger des mesures urgentes face à ce phénomène. Brandissant le calicot, reprenant le visage d'un de leurs lâchement assassinés, cette population de Kipushi veut que justice soit rendue. Devant l'administrateur du territoire, ils ont déposé leur mémo réclamant plus de sécurité. Ce qui se passe actuellement dans notre territoire. Ça fait déjà presque quelques mois que notre territoire vit une situation inhabituelle et c'est inacceptable. La situation plus complexe par le fait que le modèle que nous dénoncions ne cesse de se répéter sous nos yeux, confirmant une dérive sécuritaire grave et incontrôlée. À cette série macabre, le meurtre s'ajoute à d'autres drames. Dans la foulée, des pneus ont été brûlés sur les principales artères de la cité minière et frontalière. Certains jeunes non autrement identifiés auraient même tenté de pénétrer par effraction dans la concession de l'entreprise Kiko pour des objectifs non élucidés. Signalons que les cas de meurtres et assassinats sont devenus très récurrents à Kipushi. Les nuits ne sont plus paisibles et la peur règne en maître dans le chef de la population. Voilà, des jeunes de Kipushi qui sont montés au créneau pour dénoncer cette situation sécuritaire dégradante, l'insécurité qui bat également son plein partout dans la province du Haut-Katanga. Jeff Mia, rapidement, quelles sont les pistes de solutions face à ce problème et à ce phénomène? Bon, au phénomène, moi je pense qu'il faut travailler sur la gouvernance sécuritaire locale. N'oubliez pas que depuis 2013, nous avons ce qu'on appelle les décrets portant organisation et fonctionnement des comités locaux de sécurité de proximité, qui commencent au niveau avec les forums des quartiers et qui, pour en tant que commune rurale, doit installer les comités locaux de sécurité de proximité dans lesquels la police joue les secrétariats, l'autorité locale et le président. Les membres des organisations de la société civile sont comme des techniciens et la population vient discuter des questions liées à son environnement sécuritaire. Vous avez plusieurs quartiers, Tcha-Tcha-Tcha, autres, Mongoti. Chaque quartier a son forum des quartiers, avec les chefs de quartier comme président. Les sous-commissaires des postes de la police jouent le secrétariat pour documenter des éléments et harmoniser sur le plan stratégique, savoir qui vient d'arriver, il fait quoi, autre. Les Tchembé-Tchembé se trouve dans les comités locaux de sécurité de proximité, qui a été complété par les décrets du ministre ayant en charge des affaires intérieures, notamment le Conseil provincial de sécurité qui est aujourd'hui formalisé. Ce qui fait, c'est par là qu'on peut... Aujourd'hui, c'est responsabiliser la population dans les systèmes de sécurité. Parce que c'est la population qui est victime, mais la même population est actrice dans la dénonciation et documentation, un rôle à jouer. Mais aussi bénéficiaire
des actions publiques pour sa sécurité. C'est très important dans les contextes congolais. En Zambie, ça s'est fait. Quand vous venez d'arriver en Zambie, tout le monde sait qu'il y a un nouveau chef de quartier informé. On veut même vous saluer pour savoir réellement si c'est rassuré que vous êtes là. Ouais. Pourquoi pas chez nous, on ne le fait pas. Vous avez compris notre système qui a aussi des faiblesses. Mais en même temps, il faut renforcer la capacité opérationnelle des éléments de la police. La police, dans le Lubumbashi, même d'Akipushi, on est dans les sous-effectifs. Oui, réellement, il faut voir. Un élément majeur. Parfois, on a affecté les éléments dans la police et dans les industriels, chez les privés, un individu a au moins 4-5 éléments. Et pourtant, nous savons, un élément de la police vaut 360 habitants. On les voit aussi dans la police de circulation routière. Ils sont nombreux. Autorité, un député, à lui seul, il a au moins 3 policiers d'abord qui les sécurisent en cours de route, au bureau, 3 aussi à la maison. 6 éléments de la police payés par les trésors publics et qui payent l'impôt parce que c'est la même population. C'est pour dire qu'il faut qu'on puisse réévaluer d'abord tous les éléments qu'on a affectés auprès des privés et aussi auprès des mêmes politiques, les députés, ministres et autres, qui en ont au moins 4 chacun, pour la sécurité à la maison, au niveau aussi des chantiers, aussi dans les tralala, quelqu'un policier là, mais payé par les trésors publics. C'est qu'il faut travailler d'abord. Puis ceux qui sont affectés aussi dans les sites miniers, même s'il y a des créisiers qui sont là, on peut aussi les retourner pour voir renforcer cette présence dans nos cités pendant cette période festive. Mais aussi sans oublier aussi ajouter l'équipement en termes de mobilité. Ce n'est pas une seule Jeep vous allez donner pour tout un quartier. Et pourtant, le territoire de Kipushi, c'est la ceinture de la ville de Lubumbashi. Déjà, Lubumbashi est vaste. Mais Kipushi, nous sommes de Kipushi, qui commence depuis ce chef Kassongo, chefferie Kassongo là-bas, au pont là, avec Kassenga, pour se limiter. Et quand vous allez vers Kasumbalesa, vous allez au-delà de d'abord Lomata, vous allez au fond là-bas. Et tout ça, ce sont des zones qui ne sont pas sécurisées. C'est vrai que l'incident s'est passé à la cité de Kipushi. Mais moi, je parle d'abord de la situation nationale et provinciale, parce que la situation de Kipushi, c'est une situation très malheureuse. Moi, je suis affecté parce que c'est un collègue, un défenseur judiciaire après les tribunaux. C'est un collègue, un ami avec qui on a prêté serment et que nous puissions perdre un collègue dans des circonstances horribles. C'est comme quelqu'un on a envoyé une équipe. C'est un assassinat personnellement. On va voir comment les amis ligoter, immobiliser et les achever. Et bon, je crois que j'ai pris Dieu à consoler sa famille et aussi qu'il puisse rétablir la santé de sa femme qui demeure un témoin clé pour arriver à connaître de quoi réellement il est reproché. Je demande au gouvernement provincial de mettre des moyens nécessaires pour qu'on mette la main sur ces malfrats, des gens inhumains qui ont mis la fin à nos compatriotes pour des raisons dont qui ne sont pas élucidées jusque-là. Pour le moment, mais nous attendons qu'à l'issue des enquêtes, nous puissions être fixés de quoi on les reproche pour les tuer dans des conditions tellement horribles et qui nous ont fait très mal. Et nous encourageons également les autorités provinciales. Ce n'est pas dire que les autorités provinciales ne font rien. Il y a quand même des efforts qui sont fournis. Ils ont fourni en termes d'équipement. J'ai vu la dotation sur la loi pour c'est une première. Une première, pour une province. Avec le gouverneur Martin Kazembe. Et qu'on a donné, nous espérons que ça sera géré, affecté à bon père de famille. Mais comme nous savons, la sécurité doit être d'une manière permanente. Et il faut améliorer les conditions socio-professionnelles des hommes de troupes, notamment des policiers, parce que là aussi il y a des problèmes. Ils veillent sur nous, mais parfois dans de mauvaises conditions socio-professionnelles et autres, socio-économiques, et qu'il faudra que le gouvernement, dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, pourquoi ne pas construire des camps militaires, des camps pour des policiers, des cantonnements, continuer à financer les cantines et des messes comme déjà le service national le fait, pour que si on améliore les conditions socio-professionnelles des hommes de troupes, des hommes en uniforme, c'est un facteur favorisant la sécurité et la quiétude publique. En parlant des camps... Et là aussi, c'est ça la responsabilité des politiques, parce que n'oubliez pas que la police congolaise n'a pas un budget programme, c'est le FARDC. C'est pour dire que si on a un budget programme aussi pour la police, on améliore des conditions, on doit espérer qu'il y a des conditions. Ça aussi, oubliez que la criminalité zéro n'existera pas dans une grande agglomération comme le Lubumbashi, comme Kolwezi, comme Likasi, aussi comme Kipushi avec toutes les unités de production. Mais ce qui compte, c'est la
capacité opérationnelle des hommes de troupes pour réduire les effets de l'insécurité dans nos villes. Je ne veux pas vous retenir trop, Jeff Mbiya, mais en parlant des camps, est-ce qu'on ne s'est pas pensé aujourd'hui à délocaliser les camps, puisqu'on parle aujourd'hui de la promiscuité entre les camps militaires et les maisons d'habitation, qui serait aussi un facteur d'insécurité? Ce sont les civils qui sont allés vers les camps, mais le gouvernement n'a pas aménagé pour anticiper cela. Pour votre information, quand vous prenez la partie Kanyaka jusqu'à Baya, c'était des concessions qui étaient réservées pour l'armée et pour construire de nouveaux camps militaires et cantonnements. Aujourd'hui, des concessions qui sont envahies. Envahies et loties et autres. C'est pour dire qu'il y a un sérieux problème de la part de l'engagement politique. Les politiciens congolais travaillent beaucoup plus sur leur propre survie politique et financière au lieu et place de la sécurité du pays. Et vous avez compris que si on avait construit déjà ces camps et les cantonnements, aujourd'hui, on aurait facilement pour délocaliser les camps. Mais ce sont les mêmes politiques, les mêmes ministres qui étaient en charge de financer, qui ont même acheté, c'est devenu leurs fermes, leurs autres, et les fermes qui ne sont même pas productives parce qu'il n'y a rien comme impact agricole. C'est ça, c'est un problème de l'engagement communautaire. Mais il y a aussi un problème de l'engagement politique, il y a même un problème de l'engagement communautaire. Une réforme sans l'appropriation communautaire est vouée à l'échec. Et c'est ça l'échec, c'est comme ça que j'ai parlé des comités locaux de sécurité de proximité qui peut améliorer la gouvernance locale en responsabilisant chaque membre de la communauté en tant qu'acteur, bénéficiaire et victime. Voilà, Stéphane Soumaïli, on parle de la situation sécuritaire dans le Haut-Katanga de façon générale, Kipushi, mais à Lubumbashi, il y a le phénomène Tchégué avec l'homme qui aurait été tué, bien sûr du côté QLA. Que faire pour résoudre, parce que cela serait aussi un facteur d'insécurité? Merci beaucoup pour la question. Au fait, l'insécurité ne se combat pas seulement avec les armes. Non, non. L'insécurité se combat aussi par le travail, par la justice, par l'éducation. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Donc, avec le système Tchégué, moi, je pense qu'il y a eu le problème de Kanyamakase, si je me rappelle bien. Mais pourquoi les Tchégués n'ont pas été arrêtés? Ce sont d'autres personnes qui ont été arrêtées à la place des Tchégués. Et ces Tchégués-là continuent à vaguer à leurs occupations très librement dans la ville de Lubumbashi. Est-ce que le gouvernement ne voit pas? Quels sont les mécanismes que le gouvernement entreprend pour pouvoir caler ces gens-là à ne plus continuer à faire des choses qu'ils sont en train de faire dans la ville de Lubumbashi? Vous voyez. Donc il y a encore à boire et à manger, mais ce que nous, on peut demander, il faut la justice, la réforme de la police nationale congolaise et de la justice. C'est quelque chose de très pressant pour l'instant, afin que de telles choses ne puissent pas commencer à se passer dans notre ville de Lubumbashi. Parce que réellement, c'est de l'insécurité. Vous voyez, même en plein centre-ville, au niveau de la mairie, en diagonale, là-bas à Hypnose, vous allez trouver des Tchégués qui sont en train de tracasser les gens, même les gens qui passent en voiture comme ça. Vous voyez, il y a même des Tchégués qui ont des bébés. Vous imaginez. Mais c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Donc que le gouvernement revienne en lui-même pour qu'il puisse prioriser quand même des choses qui aident réellement la population au lieu de chercher à survivre comme mon co-débatteur Moukouba Jeff vient de le dire ici. Voilà, c'est donc par là qu'on va mettre un terme à cette émission d'analyse et débat, la toute première émission de l'an 2026. InfoScanner va revenir la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres sujets. Jeff Mbiya, Stéphane Soumaïli, merci. Merci infiniment. C'est la première émission. Je suis très honoré d'être associé. J'espère que c'est un débat constructif qui va aider la communauté à comprendre les enjeux tout autour de l'exploitation artisanale, mais aussi pour des questions sécuritaires qui nous concernent tous. Voilà, merci Stéphane. En tout cas, merci beaucoup. Je commencerai aussi par souhaiter le vœu le meilleur à tout le monde, tous les gens qui nous ont suivis, à vous aussi. Merci. Et je pense que je suis tellement honoré parce que c'est ma première fois d'être dans les studios de Nyota Télévision. Et j'ose croire que ce ne serait pas la dernière fois avec mon co-débatteur, M. Jeff Mbiya. Voilà, les portes vous seront toujours ouvertes pour participer dans cette émission. Merci à vous qui avez pris le temps pour nous suivre à la radio, tout comme à la télé. On vous fixe certainement rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.